Bienvenue dans We Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé et sur vos sites de streaming préférés, le tout sur We Love Cinéma. Intéressons-nous aujourd'hui à cet animal étrange dont le biotope n'est accueillant que pour ses semblables. Et encore, l'ado, le jeune quoi. Dis-moi quelle série teen tu aimes, je te dirai quel adulte tu es. Pour en parler aujourd'hui, celle qui a la jeunesse éternelle puisqu'elle vit dans les environs de Seattle en 1991, encore aujourd'hui, Charlotte Bloom, bonjour. Salut. Et celui qui s'adresse souvent à moi en balançant « Eh mais ça va, t'es pas ma mère !» C'est bon, j'ai pas demandé à naître, ok, ça va, tu te calmes. Salut la France. C'est parti pour ce We Love Série ado. Du sexe débridé, de la drogue, de la violence, ce n'est pas le programme d'un nouvel enquête exclusive, mais quelques-uns des trigger warnings que je me dois dénoncer avant de parler d'Euphoria. Série signée Sam Levinson, fils de Barry, d'après une série israélienne éponyme, série produite par Drake, c'est tout pour le name dropping, dispo sur OCS Ambiance. I'd like each of you to get up and tell us a 5-minute story about your summer. At some point, you make a choice about who you are and what you want. Hey, I'm Rue. I'm an addict. You're about to start a brand new chapter. Some new girl in town that I think you're gonna be friends with. I'm Rue. I'm Jules. Trash, vous avez dit ? Bah non, it's not TV, it's HBO, c'est normal. Rubena Zendaya a 17 ans, elle sort de cure de désintox. Ceci est son histoire ainsi que celle d'autres ados auxquels vous avez dû forcément vous identifier. Ou pas du tout. En fait, en regardant Euphoria, je me suis rendu compte que ma jeunesse était vraiment bien de la merde, en fait. C'est-à-dire que je n'ai rien fait de tout ça, je n'ai rien vécu de tout ça. Si. Au moins la désintox. C'est vrai, ouais. Mais la désintox au Tagada, ce qui était quand même très compliqué. Mais t'es pas rassuré de pas avoir vécu tout ça? Si, complètement. C'est un peu la question que je me suis posée en regardant ça, c'est que moi je le vois du haut de mon grand âge comme un documentaire animalier, en fait. C'est-à-dire une peuplade que je ne connais pas, que je ne connais plus. Et si vraiment le monde des adolescents aujourd'hui ressemble à ça, effectivement, Bernard de la Villardière a de bonnes heures devant lui, parce que vraiment on s'attend à chaque épisode à le voir marcher en disant sexe, drogue, prostitution. C'est vraiment ça la série. Après, tout ça, mis de côté, c'est sublime. C'est-à-dire que de ce packaging un peu lourdingue, un peu au dossier de l'écran, attention, vos adolescents sont accros aux réseaux sociaux, à la sexualité, à la drogue, Sam Levinson en fait une œuvre, une expérience de série, une œuvre artistique. Est-ce que cette série n'est pas en fait un bon test pour savoir si on est devenu officiellement des vieux cons ou pas? Oh, putain, on le savait avant de regarder Euphoria, en tout cas, moi, en ce qui me concerne. Charlotte, t'as été conquise? Moi, j'ai été amoureuse, en fait, d'Euphoria. J'ai l'impression qu'on a donné enfin aux séries ados le traitement qu'on donne aux séries adultes. Il était temps d'arrêter de les prendre pour des débiles ou de pas leur donner une belle réalisation. Enfin voilà, d'en faire un vrai objet formel, visuel, intelligent, avec des personnages qui sont construits, qui ont des backstories, qui ont des vraies émotions et parfois des émotions dégueulasses. C'est vrai. Et moi, j'ai trouvé ça très 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 émouvant. Alors effectivement, je me suis identifiée à personne, Dieu merci. Mais la question qu'on se pose tous maintenant, comme disait Renan, c'est est-ce que c'est ça l'adolescence et est-ce que c'est ça l'adolescence américaine ? Et moi, c'est un témoignage que j'aimerais bien avoir, en fait. Eh bien, tout de suite. Alors, moi qui ne suis ni ado ni américaine, je dirais, j'espère pas, vraiment. Non, après, la série a quand même quelques personnages qui, quoique torturés, sont assez lumineux quand même. Mais c'est ça, en fait, la force de cette série, c'est que c'est vraiment noir, glauque, sordide. Je pense que le mot, c'est vraiment sordide. Et en fait, de ce sordide-là, on faisait dans les années 2000 Skins, par exemple, qui était une sorte de fête comme ça. Parce que ça n'a rien inventé. C'était moins esthétisant, Skins, mais... Sauf que, en fait, ce que je trouve très beau dans Euphoria, c'est qu'on est passé à une forme littéraire, en fait. C'est-à-dire qu'on est passé à une forme d'œuvre d'art, je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est-à-dire c'est pensé comme une sorte de nihilisme absolu. Moi, ça m'a beaucoup fait penser au roman de Bret Easton Ellis qui s'appelle Moins que zéro, qui était en fait ce roman qui décrivait justement, alors lui c'est plutôt la fac, qui décrivait cette réalité post-adolescente avec une espèce de froideur et de distance en disant voilà, les choses sont comme ça, il se passe ça, et ça devenait une sorte d'expérience
expérience esthétique. Et c'est ça que propose en fait Sam Levinson. C'est une forme d'expérience esthétique de l'altérité, de l'autre. Et puis surtout, il a une idée, moi je trouve, de mise en scène fabuleuse, c'est que tout est dans tout. C'est-à-dire qu'il utilise le formalisme. En gros, on passe d'un plan à l'autre, on a l'impression qu'il n'y a jamais de coupe et qu'il torture l'image pour nous montrer que finalement, l'adolescence, c'est à la fois le lycée, la vie privée, la vie Instagram, le sexe, la drogue, et tout est mélangé en même temps, ce qui fait que c'est comme une sorte de précipité absolu de ce que peut être une vie adolescente aujourd'hui, en tout cas un imaginaire nihiliste de la vie adolescente, et ça devient vraiment une expérience physique presque d'un autre monde. Mais est-ce que pour autant c'est une série, utiliser un mot de vieux, gonflée? Moi je trouve qu'il y a un petit côté, non mais il y a un petit côté quand même, alors même si c'est poussé et c'est très esthétique, etc., il y a un petit côté quand même been there, done that, hein. Enfin, effectivement, si on revient à des skins, alors je sais pas ce que Charlotte sur le propos en tout cas en pensera. Moi, ce que je trouve fascinant dans la série déjà, c'est que c'est le festival de la tub, ce qu'on n'avait jamais vu dans une série adolescente. C'est-à-dire que, alors, ce n'est pas pour me déplaire ou déplaire à Charlotte et Charline, j'en suis sûr. J'aurais dû le mettre en trigger warning, festival de la tub. Mais c'est le festival de la, mais vraiment. Non, alors attends, c'est le festival de la tub à la Rome. C'est-à-dire, c'est le festival de la tub les 2 premiers épisodes et après, c'est fini, en vérité. Ouais, mais il y a quand même... Déjà, les 2 premiers épisodes, c'est... Oui, mais il y a ce côté très HBO de on va tout vous mettre au début et après, on va calmer. Après, moi, je pense qu'au niveau de la forme et au niveau de ce que ça raconte, c'est vraiment raconté par l'émotion, par ce truc à fleur de peau de l'adolescent. Donc, il y a un espèce de filtre déformant, en fait, dans ce qu'on regarde. Exactement. C'est pas du tout raconté par le regard des adultes. D'ailleurs, les adultes n'existent presque pas. Ils ont complètement lâché l'affaire. T'as quand même des gamins qui sont tout le temps sur leur vélo au milieu de la nuit. Alors à part chez Stephen King, honnêtement ça n'existe pas. Stranger Things, bien sûr. Mais ça c'était les années 80, les parents étaient des missionnaires. Bien sûr. Il n'y avait pas de pédophiles à cette époque. Mais il n'y a pas de regard adulte sur cette série. Donc moi je pense que ce qu'on voit nous en tant que spectateurs, c'est ce que nous racontent ces ados-là. Et ces ados-là, ils mentent, ils exagèrent, ils en font des caisses. L'écriture, elle est adulte. C'est moi ça que je trouve vraiment intéressant dans la série, c'est qu'en fait personne ne parle comme ça. Rue, c'est une voix off, elle raconte, elle écrit. C'est ce qu'on disait de Dawson déjà à l'époque. Oui, mais c'est ça le problème des séries ados, c'est-à-dire que c'est toujours écrit par des adultes. Mais ce qui est intéressant là, c'est que justement, ils ne font pas croire que ça ressemble. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de distance qui se met en place dans la série par la forme, par la mise en scène, pour nous dire que c'est une sorte de monde à part, c'est une sorte de fable, c'est une expérience esthétique plus qu'un documentaire. Oui, mais alors du coup, destiné à qui ? Parce que le grand principe des séries ados, quand on est adulte, comme c'est notre cas à nous, c'est d'essayer peut-être de se retrouver quelque part dans... Ouais. Là, c'est quand même... Enfin, pardon, hein, je vais parler en tant que daronne, c'est effrayant, mais c'est pas concernant, en fait. Il y a je sais pas comment dire, il y a un truc qui me tient à distance, en fait. Au mot fable qu'utilisait Renan, c'est qu'on regarde ça avec une distance en se disant, de toute façon, c'est pas la réalité. On est en train de me raconter une histoire, ce n'est pas la réalité. Mais on dit ça aussi pour se rassurer, comme quand tu vas voir un film d'horreur, que tu flippes et que tu regardes les spectateurs, genre, ok, je suis au cinéma, c'est Midsommar, tout va bien, respire. C'est exactement la même chose, mais on a besoin de prendre du recul quand on voit une série comme Euphoria. On n'a pas envie de vivre dans Euphoria, on n'a pas envie de se dire que c'est le quotidien de ces gamins-là. C'est beaucoup trop dur. Puis c'est intéressant justement que la série télé revienne à quelque chose qui dépasse le naturalisme un peu relou, où finalement, regarde, c'est comme ça en bas de chez toi. Là, ce qui est très beau, c'est que justement, ça décolle. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de choses réelles, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotions réelles entre les personnages, et c'est ça qui fait pour moi, en gros, pour moi, cette année, il y a 3 grandes séries qui sont 3 grandes expériences pure de série, c'est-à-dire qu'il y a The OA, et non, je ne pleurerai pas parce que The OA a été annulé, il y a Years and Years et il y a Euphoria, qui sont 3 manières justement de construire un rapport à la série et un rapport esthétique, un rapport englobant. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand on regarde Euphoria, par exemple, moi je me pose la question, est-ce que les ados qui regardent Euphoria se déconnectent de leurs réseaux sociaux en regardant l'épisode ? Mais est-ce que les ados regardent Euphoria ? Est-ce que oui. tu as envie que tes ados de 14 ans regardent Euphoria ? Je crois pas. D'où ma question. Moi, je pense que les ados le regardent en discrétion, c'est-à-dire que il y a quand même un truc un peu excitant, un peu trash, et en même temps, non, mais c'est vendu il y a un romantisme. N'oublions pas série. Que Zendaya, alors certes, elle a fait d'autres trucs depuis, mais c'est quand même une gamine qui vient de chez Disney. C'est-à-dire qu'elle fait son passage obligé comme toutes les gamines qui viennent de chez Disney. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut casser Elle est vraiment géniale dans la série. Elle a une puissance d'incarnation. Non, mais ce n'est pas du tout une critique. C'est-à-dire qu'elle joue, en fait, contrairement à d'autres actrices Disney. Là, elle a un truc. En plus, le personnage est très beau parce que elle et Hunter Schafer. Jules, quand même souligner les deux prestations. Oui, puis le mal toxique, cette espèce de quarterback chelou, un peu bizarre, à la sexualité un peu trouble. Évidemment que c'est la série que je pense jamais un parent va dire mon chéri regarde Euphoria, c'est pour toi. Là, en plus ça annulerait, je pense, le plaisir de la série. C'est un truc qu'on se prend un peu en pleine tête, tout comme je sais pas.
moi, à mon époque, il fallait voir Les lois d'attraction de Roger Avary ou Sex Intention. T'es jeune. Ouais, je sais. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y avait ce côté-là un peu sulfureux. Quand on voit Sex Intention, on se dit quand même que le côté sulfureux a un peu passé. Il y a ça, mais je pense que l'expérience esthétique vraiment très forte surpasse, à mon avis, le côté trash. Et donc, les ados, si tant est qu'on peut les appeler comme ça, je pense qu'ils voient aussi une belle œuvre, en fait. Et tout d'un coup, ça les éduque aussi à un regard sur le cinéma. Wow, je crois que tu es en pleine utopie. Alors vraiment, si on commence J'aime à la France, Madame s'imaginer Blonde. des ados de 14 ans regarder Euphoria et se dire « Waouh, l'écran est quand même sublime ». Non, c'est pas ça qu'ils voient. Du tout, je suis désolée. Si, moi, Non, je crois que dans les premiers épisodes, c'est plutôt une tub. Des tubs même. Hein. Ça, c'était moi. Il y a Pardon. des tubs. Bien sûr. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, hein, précisons-le quand même, parce que là, on en parle comme si c'était. Il y en a un truc, beaucoup, hein, quand oui, même, hein. d'accord, mais Il y c'est a pas le notamment- fond de l'histoire. Alors, il y a notamment quelque chose que je trouve d'utilité publique. Il y a dans l'épisode 3 un vrai cours pour savoir à quel moment, ce qu'on appelle les fameuses dick pics, je ne sais pas ce que c'est, hein, voilà. Est-ce qu'elles sont effroyables, La traduction littérale est photo de bite. c'est ça. Est-ce qu'elles sont effroyables, horribles ou acceptables? Et c'est passionnant. J'ai appris plein de choses. Du coup, tu les tries plus pareil. Bah du coup, je fais plus les mêmes. Quelle horreur. C'est pas vrai. Maman, c'est pas vrai. L'aspect esthétique, voire très esthétisant de la série a été aussi une source de reproches. Par qui? Qui sont ces grincheux? Oh, bah, pas mal de gens dans les critiques, notamment quelques critiques américaines qui ont dit c'est pas parce que l'emballage est... On a même reproché à la série une forme de complaisance dans la noirceur de ce qu'elle traite en fait. Bah, c'est le projet. Enfin, ce serait comme reprocher à David Lynch de faire David Lynch, en fait. Personne tout de suite. ne reproche Non, mais tout de suite, à David Lynch. Tout de suite, la carte David Lynch on Non, mais va se détendre. je trouve qu'en termes de mise en scène et en termes de proposition de mise en scène à l'intérieur d'une série, c'est beaucoup plus proche de ce que c'est faire David Lynch, de ce que c'est proposer David Lynch en termes d'expérience et en termes d'abstraction. Parce qu'en fait, c'est ça, Euphoria. C'est-à-dire qu'il y a des grands moments de pure abstraction où les personnages passent d'un espace à l'autre, on ne sait pas comment. C'est quand même ce qu'on manque le plus dans la société d'aujourd'hui. Mais surtout, ce qui manque le plus dans les séries ados. C'est-à-dire Oui. qu'à un moment, on va arrêter de priver certains récits d'une beauté. Oui, puis d'une expérience. d'un Et truc puisqu'on physique. parle d'esthétique, on va quand même rappeler que sur 4 réals, il y a 3 femmes. Hein. Oui. Et c'est tellement rare chez HBO qu'on va dire bravo, c'est bien, vous avez enfin compris. Tu vois, Vous avez eu le mémo. ça y est. Enfin. Et puis le regard sur les personnages féminins, même masculins, la manière de penser justement la société aujourd'hui, non plus sous des codes binaires entre homosexualité, hétérosexualité. Là, tout d'un coup, il y a un truc un peu fluctuant, un peu nouveau, que je trouve assez beau. Et alors, la limite de ça, c'est que je me demande à quel moment la série veut faire modèle, en fait. C'est-à-dire, il y a notamment ce personnage de Kat, qui est donc le personnage, une fille un peu enrobée, et qui tout d'un coup se découvre via la pornographie une forme d'acceptation d'elle-même. C'est très bien raconté, c'est très bien fait. Et à un moment, je me dis, attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire, en fait? Est-ce que tu es en train de me dire que, finalement, par le porno, on peut finalement accepter qui on est? Et ça, c'est assez intéressant pour nous, adultes. C'est-à-dire que ça crée une ligne de flottaison, une ligne trouble. Après, je me dis qu'effectivement, comment c'est reçu? De manière très étrange, cette série, ou alors ça m'a complètement échappé, toutes les séries ados ou s'adressant à des ados ont eu droit à leur lot de polémiques de oui, mais l'exemple que ça montre à la jeunesse, oui, mais cette jeune fille qui se suicide, oui, mais là rien quand même. Sur quel Euphoria. personnage, Madame Roux? Je peux pas le dire. Mais Parce que c'était bien imité. non, hein. mais on est d'accord que Euphoria a pas tellement souffert de ces accusations habituelles de quel exemple? Non, mais on s'est beaucoup attardé effectivement sur l'enveloppe. Et Ouais. ça a permis de faire passer le fond de manière très fluide, très simple. C'est-à-dire que, bon, alors à force de se branler sur l'image, tout le monde a oublié l'histoire. Tant mieux, parce que nous qui l'avons écouté, l'histoire, on en a profité sans se faire emmerder pour une fois. Mais c'était les mêmes reproches d'ailleurs qu'on faisait à Bret Easton Ellis quand il sortait Moins que Zéro. C'est-à-dire qu'on voyait son style apathique et on disait mais qu'est-ce que c'est que ce type qui écrit des phrases comme aujourd'hui j'ai mangé un bagel chez machin, voilà. Et on se rendait pas compte que ce qu'il Il racontait. écrivait vraiment ça? Bon, C'est l'ancêtre presque. de Facebook. Hein. Ouais. Et qui en fait racontait quelque chose d'une forme de nihilisme et une forme aussi de réduction totale des affects de la société. Moi, quand je vois Euphoria, je vois une sorte de zombification totale de notre époque et d'un monde où finalement on rêve de grandes émotions, on rêve de grandes histoires, parce qu'il y a aussi de très belles histoires d'amour déguisées à l'intérieur d'Euphoria, et que finalement on ne sait pas les faire apparaître. Et c'est ça qui me bouleverse le plus dans la série, c'est comment ces personnages rêvent d'absolu et comment la série justement par la forme va chercher cet absolu-là et nous dit est-ce qu'aujourd'hui on peut être romantique dans l'époque? Eh ben ça parle aux adultes. Voilà.
Ça parle à mon petit cœur. Bah alors, C'est il une était tout déclaration. content. Véronique, Nouvelle pas- imitation. Eh ouais, effectivement. On l'arrête tout de suite. Hein. C'est pas validé du tout par le comité. Une autre série qui elle a plutôt pâti des accusations justement. Je vais refaire le personnage de. Dis donc, quel exemple montré aux jeunes. Oh là là, Je joue de il est mieux en bien, mieux. Et il a bien comment ce personnage, un petit collier de perles. Un col Claudine évidemment, qui revient dans une formule annoncée comme très différente. 13 Reasons Why, série Netflix qui se la joue cette fois polar. En saison 3, un meurtre à Liberty High. Attention, spoiler dans la bande-annonce. May I have your attention, please? We received some extremely sad news from the Evergreen County Sheriff. Bryce Walker was found and has been confirmed dead. It's my wish to find the person who killed my son. We are working every angle, and we will find out what happened. Someone we know could have done this. That's crazy. Is it? Nous avions déjà débattu de 13 Reasons Why dans cette émission. Est-ce que cette saison 3... Alors, je sais que Ronan Crowe est tellement... Pourquoi on continue de financer... Ça, c'est mon personnage de Ronan Crowe. Pourquoi on continue de financer ça alors qu'on arrête DOA? Ouais. Je ne vois pas en quoi c'est concurrentiel, mais je vous expliquerai ça en quelques instants. Voilà, quel est ton problème avec 13 Reasons Why, en fait? Ah, je déteste. Je trouve ça... Alors, Depuis la première saison? Ah oui, je déteste ça. Je trouve ça horrible. Alors là, pour le coup, je ne comprends pas pourquoi Bernardo de la Villardière n'est pas dans la série. J'ai vraiment toutes les 30 secondes l'impression que lui va apparaître en nous disant « Voyez, le viol, les humiliations dans les lycées, c'est comme ça que ça se passe, tout de suite la publicité, et on revient après avec une scène un peu affreuse. » Il y a un truc vraiment putassier dans la série que je trouve vraiment horrible, et j'ai surtout l'impression qu'on me dit « Tu vois, c'est ça la réalité, c'est comme ça que ça marche. » Alors qu'en fait, la série n'est que de procédés hyper malsains et obscènes de scénario, de structure. Alors la première saison, avec les cassettes, il y avait un truc un peu nostalgique qui était un peu pourri mais qui marchait. La deuxième saison, moi, carrément, je trouve ça horrible. Et alors là, je m'en fous. Je veux plus. Ces personnages ne m'intéressent plus. Pour moi, ils appartiennent à un monde d'avant. En fait, ils appartiennent au monde d'avant. Le mec est dans le turfu. Le mec est dans la jeunesse du turfu. Non, mais alors, 13 Reasons Why. si je peux développer mon analyse, c'est que ces personnages-là sont des symboles, sont des modèles, et il faut qu'ils incarnent des idées, et des idées qui sont extrêmement basique, simpliste. C'est pas du tout le monde d'aujourd'hui. Moi, je trouve que ça marche sur les adultes et les ados pour le coup. C'est bien dommage. Bah non, mais alors, je comprends l'attaque sur le plan esthétique, c'est certes pas Euphoria, mais en tout cas, je trouve que le propos est pas inintéressant, la manière dont c'est traité est loin de l'être. Je trouve que les personnages sont pas si caricaturaux que ça, et qu'on te montre qu'un gamin qui a l'air plutôt bien, plutôt complètement gentil, peut s'avérer être un extrême connard, comme une jeune fille qui a l'air d'être bien sous tout rapport peut aussi. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une série qui me gifle, en fait, qui me dit tiens, regarde, tiens. Ça te fait pas de mal. T'es pas ma mère. Pardon. Il y a un peu ça. J'ai un peu envie de dire à la série, non mais t'es pas ma mère, t'es pas. En fait, ne viens pas me faire la morale. Je trouve que c'est pas moraliste du tout. Tellement. Charlotte. Alors moi, tu sais, on dit souvent que la série nous fait questionner nos valeurs, notre morale, tout ça. Et alors moi, quand j'ai entendu le trailer de la 3, c'était comme quand Geoffrey est mort dans Game of Thrones. J'étais trop contente. Bien sûr, mais quel évidemment. connard ce Bryce. Évidemment. Alors du coup, tu penses vraiment que tu vas me faire regarder 13 épisodes pour savoir qui l'a tué? Mais je m'en fous. Je suis juste contente qu'il soit mort. Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que ce personnage, je le déteste. Je suis hyper contente qu'il soit mort. La fin de la saison 2 commence à ouvrir vaguement le dossier mass shooting, les gamins qui pètent un câble et qui vont aller tuer leurs potes. Il est assez flippant le dernier épisode d'ailleurs. C'est hyper flippant. Mais ce qui est dommage, c'est que ça ouvre un dossier qui n'est jamais étudié. Pour moi, qui est le problème de la série, c'est-à-dire qu'elle coche les cases de attention, vos ados sont en dérive, mais sauf qu'elle ne me propose rien d'une vision du monde, contrairement à Euphoria, qui elle me propose une expérience. Moi, je trouve que ça va au charbon quand même. Au contraire. Bien sûr que si. Trop même peut-être. Ah non, mais ça on a l'impression de voir comment il s'appelle ce pédopsychiatre très connu. Marcel Ruffo. Voilà. Alors. Comment ça se passe, l'agression? C'est pas vrai, parce que ce qu'on te montre, effectivement, c'est la réalité de tout ça et l'impuissance totale des adultes. Oui, mais elle est... Il n'y a pas tellement... Elle est démonstrative, en fait. C'est-à-dire que l'impuissance totale des adultes dans Euphoria, elle est là par le ressenti que ces personnages n'existent pas, en fait. Alors que là, on nous dit, regardez, ses parents sont impuissants. En fait, j'ai l'impression que la série veut en permanence de moi que je fasse « Oh non, oh là là ».
Je fais très très bien le Jean Choquet. T'es outré, quoi, en fait. Je regarderai jamais 13 Reasons Why avec toi, c'est horrible. Mais je crois que le problème de cette série, ça a été de les tirer. C'est-à-dire que déjà, le concept des cassettes, saison 1, t'es là, oh là là, il me reste encore 6 cassettes. Voilà. Oh là, fais-moi un MP3, putain, ça allait plus vite. Non, mais quoi. il fallait faire une mini-série. C'est-à-dire que ce qu'elle raconte est très intéressant. Mais moi, j'en ai marre d'aimer des séries parce que le propos est intéressant. Ça suffit pas. C'est une série. En plus, je trouve qu'elle a un côté dans la narration très les séries pour les nuls. Tu sens les mecs ont regardé. J'ai un Desperate Housewife au lycée. Enfin, vraiment. D'ailleurs, il y a Brenda Strong qui est là. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah bah voilà. Eh ben, c'est bien ce que je disais. C'est un Desperate. Marie-Alice, voilà, elle est là. Comme par hasard. Mais il y a quelque chose de très bon. Alors la structure, il faut qu'elle soit complexe. Les personnages, il faut qu'ils aient un double discours et beaucoup de flashbacks. Oui, mais enfin. Oui, mais leur double discours, exactement. C'est-à-dire qu'on voit un système. Moi, je vois un système à chaque fois. C'est-à-dire que je vois les personnages se contredire eux-mêmes, dire des. Mais en fait, ça, je vois un manuel de scénario. Oui, mais ramasser sur une mini-série, ça aurait pu être bien. Oui, c'est que là, elle est complètement liquéfiée, la série. Moi, j'aime bien Clay. Et voilà, c'est comme ça que je clôt le débat. Clay le mignon. Voilà. Alors, retour voilà, également. Alors, attention. Là, j'annonce un gros retour. Retour aussi des ados ambiance polar, boulard, caliente. Délité. On rentre de plein pied dans du plaisir coupable avec Elite, on est d'accord. Parce que c'est un traitement d'ado, c'est pareil dans la série. Alors, on rentre dans la MST complètement. Avec Elite, c'est-à-dire que vraiment, c'est une série où c'est pas possible, ces gens. Enfin, il faut vous calmer le slip, quoi. Ça va pas du tout, là. C'est bon. Après, là, on est sur plus qu'un plaisir coupable. Hein. On est sur un truc. Moi, je me flagelle en regardant ça. Hein, et tu te flagelles beaucoup, j'ai l'impression, en fait. Hein. Ne rentrons pas dans les détails de cette émission. Je dois rester un peu mais c'est très étonnant parce que le principe d'Élite, la saison 1, c'est pareil. Hein, c'est un whodunit. C'est un peu qui. Oui, mais alors, qui fait à la sauce vraiment Shonda Rhimes quasiment. C'est-à-dire que la vraisemblance, bon, bah non, ça ne m'intéresse pas. Le bon goût, bah non. Je vous engage tous vivement à aller voir le trailer de la saison 2 qui est muet. Et où c'est un festival de gens qui tournent la tête et qui s'arrêtent, un peu comme le clip de Desireless. Et comme le générique des Feux de l'amour. C'est ça, mais avec des jeunes. C'est tout ce qu'on veut, non? Avec une lumière un peu rouge, un peu red light. Il y a eu une révolution dans les années 80, ça y est, les ados avaient la parole. Et on a fait une grosse connerie. On n'aurait jamais dû leur donner. C'est tout. On aurait dû les mettre au pain sec et à l'eau et on pensait. Fallait s'arrêter à Arnold et Willy. Personne dans le monde. Et alors, ados français? Ah bah les grands. Ah bah voilà. Alors voilà. Moi les grands, ça me passionne parce que je pense que l'adolescence n'est pas un concept français. L'ado français n'existe pas. Je le dis, l'ado français n'existe pas. L'ado français est pensé par rapport au modèle américain. Tout simplement parce que l'adolescence américaine, elle est née par la culture pop dans les années 50. Riyad Satouf t'embrasse. Mais justement, très belle transition. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, il y a des gens qui tentent d'inventer l'adolescence à la française. Donc il y a Riyad Satouf, il l'a fait avec Les Beaux Gosses, il le fait dans ses bandes dessinées, il le fait notamment même avec Esther en ce moment, qui est vraiment une invention de l'adolescence. Et ce qui est marrant, c'est que les grands, donc série diffusée sur OCS également, qui invente une forme d'adolescence à la française. C'est-à-dire que ces personnages ne sont pas des stéréotypes de personnages américains et ils inventent une sorte de quotidien un peu morne, un peu terne, avec des profs de sport bedonnants, avec des conseillers d'orientation, avec des trucs qui sont profondément français, ou en tout cas profondément ancrés dans un imaginaire qui serait pas un imaginaire américain. Et moi, c'est ce que j'aime dans Les Grands, c'est que la série cherche comme ça à inventer un langage de l'adolescence à la française. C'est pas toujours réussi, c'est pas toujours palpitant, mais j'ai l'impression de me reconnaître, un peu comme avait fait, je sais pas si, je suis sûr que je parle aux vieilles personnes ici, Seconde B. Il n'y en a pas. Seconde B, tout à fait. Seconde B. Bien sûr. Voilà, vous voyez, je savais que je parlais à des vieilles personnes. Moi, j'ai pas trop connu parce que j'étais jeune à ce moment-là, mais mais j'ai acheté l'intégrale en VHS. Mais pareil, ça inventait déjà à l'époque une tentative de langage adolescent et de création de l'adolescence à la française. Et je trouve que c'est vraiment très chouette. C'est marrant parce que, alors, j'adore Les Grands pour le coup, mais moi, j'y vois vraiment un bébé des années collège. J'y vois pas du tout un modèle français, j'y vois ce truc canadien avec Joey Jeremiah qu'on a un peu copié-collé avec son chapeau et ses boutous, les It Remedy, bien sûr. Non, mais il y a un côté des années collège, il y a un côté on est un peu tous des freaks, on rentre pas dans la norme, on est devenus potes parce qu'on est comme ça. Toi, dans les looks et tout, Seconde B, bon, je reprends cet exemple de Seconde B. Qui ne parle à personne. Qui ne parle à personne. Non, mais il n'y avait pas de look, il n'y avait pas de style, il n'y avait pas d'affirmation de soi. Ils sont pas très lookés. Il y avait un mec avec un perfecto. Ouais, si, ils sont hyper lookés. Dans les grands, tu rigoles ou quoi? Mais non. Bah alors lui, il est aveugle.
Bah, moi, c'est comme ça que je m'habille. C'est parce que voilà, il y a trop de gens lookés autour de toi, tu les vois même plus. Mon monde est fashion. Mais j'ai du mal avec cette idée de caractérisation de l'ado français. Moi, je trouve qu'au contraire, il y a quelque chose de gens qui ont digéré les séries américaines, les séries canadiennes, les séries australiennes, et qui arrivent à avoir une sorte d'adolescent plus, quoi, sorti de sa norme. Moi, j'ai l'impression qu'il y a pas de... La saison 3, il adhère, on est d'accord ? Exactement. Et elle arrive novembre-décembre ? Ouais, fin d'année, quoi. Fin d'année. Mais je trouve que justement, il n'y a pas de grand drama, il n'y a pas de grande structure. Il y a un côté très plat de l'adolescence qui me semble être en fait le principe de l'adolescence, c'est-à-dire qu'il se passe rien. C'est l'anti-euphoria, tu veux dire. Ah ouais, pour le coup, les grands, leurs intrigues, c'est je sors avec machine et puis en fait elle me largue, comment s'intégrer dans un grand lycée. Alors il y a un personnage qui dans la saison 2 a une relation avec un de ses profs, à qui ce n'est pas arrivé, franchement, pardon. Mais il est étrange cet homme-là. Mais je plaisante. Il a tout vécu. Ouais, c'est incroyable. Ça. Non, mais alors, pour le coup, Charline Roux posait la question, est-ce qu'Euphoria, on s'y reconnaît ? Moi, les grands, je m'y reconnais. C'est intéressant. Tout ça pour conclure par un truc qui n'a aucun rapport. Voilà. Alors, vous demandiez si on s'identifie à Euphoria ? Bah non. Il y a 1h30, on se posait une question. Je réponds maintenant. Une petite reco ? Oui. Ah, bah ouais, dis donc. Ça l'a réveillé d'un coup. Et alors, c'est pas une reco, c'est un souhait. Est-ce que Amazon, Netflix... Le mec change complètement les règles. Oui, mais je suis YOLO la vie. Est-ce qu'Amazon, Netflix, MyCanal, tout ça pourrait me proposer l'intégrale de Sauvé par le Gong ? Parce que Sauvé par le Gong était ma série d'enfance. Bah, ça explique tout en fait. Hein. C'est sur ouais, une histoire de ce qui est crédible et ce qui ne l'est pas. When I wake up in the morning. J'adorais Monsieur Lisa Tortue ou Jesse Spano ? Screech, Zach, Slater. Ah là là, il faudra qu'on repense à toute la dimension homo-érotique de Slater. Monsieur Belding, Screech, tout ça. Parce que c'était une vision de l'adolescence complètement artificielle. Et j'en ai un souvenir un peu comme une espèce de Madeleine, de truc improbable avec Kelly, comme ça. Kelly Kapowski, qui portait des fringues qui aujourd'hui sont devenues à la mode. Et je suis sûr qu'on ferait Sauvé par le Gong. Le mec est pointu sur la mode. Mais de quoi parle-t-on ? Attendez, jean délavé et petit top, excusez-moi. Crop top et crop top. Crop top un peu, ouais, voilà. Okay. C'est bien, c'est une double émission, c'est fashion et série. Donc le retour de Sauvé par le Gong, ce serait chouette, même s'ils ont quand même sacrément pris des coups de vieux, puisqu'on a... Contrairement à nous, tu veux dire ? Oui, avec Marc-Paul Roessler, qui était quand même le fantasme des années 90. Le tien ? Moi non. Il jouait les mains dans les poches toujours, t'as remarqué ? Salut, il sortait Slater. Jamais ses mains des poches, ce mec. Génial. Mais Slater, lui, pouvait pas mettre ses mains dans les poches à cause de la taille des bras. Il est devenu présentateur télé aux États-Unis. Mais il a fait Danser avec les stars. Il a fait Danser avec les stars, tout ça. Comme quoi, hein. Et Jesse Spano a fait Showgirls. Ouais, on l'adore, Elizabeth Berkley. Oh la Charlotte. pauvre, vous moquez pas. Non, je me moque pas. Oui, alors moi pour le coup, puisque le monde de l'adolescence ne m'inspire pas plus que ça. À part Euphoria, non, à part Euphoria, moi je vais conseiller Succession. C'est un peu des grands ados, hein, parce que c'est une famille qui se tire dans les pattes. Ça passe. Ça passe, ouais. Tout à fait. Ouais. Moi, je fais une vraie série ado. Je me fais trash. Oh là là, ça les... Tu nous parles d'une série ado d'il y a 30 ans, je la regardais quand je rentrais du collège. Avec ma sœur et un paquet de pépitos, t'exagères. Est-ce que là tu viens pas d'éveiller comme ça un souvenir généreux à tout le monde ? Ouais, mais j'ai envie de chialer, tu vois. Donc moi, je conseille Succession, un jeu de massacre dans une famille dans le milieu des grands riches américains et des grands patrons de médias. C'est une horreur. J'adore cette série. Ces gens sont d'une cruauté. C'est horrible. On cherche encore les ados. Je jubile. J'ai l'impression d'être au taf quand je la regarde. J'adore. Alors moi, je vous conseille Freaks and Geeks. Oui, voilà. Bah oui. Bah oui, c'est d'une évidence. Vous l'avez cité ? Est-ce que vous avez fait votre travail, Renan Cros ? Non. Ne me parlez pas sur ce ton, Madame Roux, Freaks and Geeks, dont je crois d'ailleurs que les deux uniques saisons sont sur Netflix. Voilà. Exactement. C'est une merveille. Oui, c'est très beau. Voilà, absolument. James Franco, Seth Rogen. On est content, non ? Oui, on est content. Et il y a Anne Dode aussi qui joue. Elle joue la mère de Buzzy Phillips. On la voit très peu. Mais c'est absolument dingo. C'est-à-dire que moi, j'ai fait pause et je suis restée éberluée. Genre, mais on dirait... Mais c'est elle ! Mais c'est pas possible. Si, c'était elle. C'était elle. Alors, j'annonce la fin de ce Wheel of Série complètement bordélique. Mais bon, ça devient un peu... cette émission avait d'habitude, c'est bien rangé, bien organisé. C'est l'adolescence, c'est comme une chambre d'ado, cette émission. Alors, je tiens à dire que merci Charlotte Bloom, merci Renan Cros. Et la prochaine fois, ce sera pareil, en fait. Oui. Ce sera aussi mal rangé ? Oui. Ouais, allez.